La croisade politique de Rupert Murdoch a pris un tout autre tournant quand le conseiller en communication de Margaret Thatcher, Gordon Rees, a réussi à convaincre la dame de fer de s'appuyer sur la presse populaire, sur les tabloïds, plutôt que sur la presse dite sérieuse, pour s'adresser particulièrement à un segment clé de l'électorat britannique qui était susceptible de voter pour elle. C'est les ouvriers qualifiés, mais socialement conservateurs. Alors en avril 1979, elle se retrouve dans les bureaux du siège du Sun à siroter un bon whisky pour aller séduire l'équipe des journalistes de Rupert Murdoch. Ce journal avait été fondé par les syndicats britanniques pour devenir un outil de propagande pour le gouvernement travailliste et pas contre le gouvernement travailliste. Alors, quand le Sun est devenu la feuille de propagande pour la femme qui avait voué sa carrière à éradiquer les syndicats, il y avait là un paradoxe. Et ce paradoxe, c'est exactement le côté obscur de la force de Murdoch. C'est ce qui l'apporte aux politiques. D'ailleurs, Thatcher, qui l'admire, dit qu'elle a envers lui une vraie dette de gratitude. Et cette dette, elle va vite la payer. Parce qu'en 81, c'est Thatcher qui permet à Murdoch de racheter le Times et le Sunday Times au Canadien Kenneth Thompson. Lui, il vient de perdre 40 millions de livres à cause d'une grève d'1 an de ses typographes, et il veut à tout prix éviter la fermeture de ce groupe qui lui coûterait 36 millions d'indemnités de départ. Alors, au final, il préfère l'offre de Murdoch qui ne donne que 12 millions de livres à celle de Lord Rothermer, vous savez, le propriétaire du Daily Mail, qui lui proposait 20 millions. Parce que Rupert est allé le convaincre, toujours la filouterie, qu'en fait, Rothermer allait fermer le Times aussitôt après en avoir pris le contrôle pour tuer un concurrent. Et le jour où il gagne, Murdoch exulte parce que c'est un coût immense. L'immeuble du Sunday Times, à lui tout seul, vaut déjà la moitié de ce qu'il vient de payer le groupe entier. Et, à la surprise générale, le gouvernement de Thatcher autorise cette acquisition. On a appris bien plus tard, dans les mémoires de Thatcher, que Murdoch a publié d'ailleurs, que Murdoch avait déjeuné avec elle en secret et qu'il avait même suivi la réunion cruciale du comité du cabinet où elle a décidé que la prise de contrôle ne nécessitait pas de renvoi devant la commission des monopoles. Alors, évidemment, il a fallu que Murdoch donne quand même quelques engagements sur son indépendance éditoriale, mais moins d'un an plus tard, comme d'habitude, il demande la démission de son rédacteur en chef, qui s'appelle Harry Evans, qui est à l'époque le plus célèbre journaliste et écrivain de Grande-Bretagne. C'est un homme qui avait aidé Murdoch à acquérir le Sun. Et il le fait 4 jours après que ce dernier ait enterré son père. Là, il y a tout Murdoch. Seulement, de toute façon, il ne pouvait pas attendre parce qu'il ne supportait plus l'indépendance de Harry, il ne supportait plus la critique du gouvernement de Thatcher. Et dans ses mémoires, qui seront publiées plus tard, c'est le premier à parler de Murdoch comme d'un puissant Moloch qui utilise son empire médiatique à ses propres fins. Et c'est ce livre qui va populariser à jamais l'image d'un Rupert Murdoch, manipulateur de génie, monstre moderne, incarnation totale du capitalisme de prédation dans les médias. Il y aura plein de sources anonymes dans ce livre parce que Murdoch a entretenu une telle atmosphère de moquerie, d'animosité, de mépris. Il l'a aussi encouragé avec son style personnel, autoritaire, comme on le voit si bien dans Succession. Qu'en fait, les gens se vengent sous couvert d'anonymat. Et Murdoch, finalement, a toujours placé les journalistes devant ce genre de choix, parce qu'il leur donne un choix très simple en débarquant dans un média. Soit ils acceptent le changement, soit ils dégagent. Et après avoir proposé en septembre 85 aux journalistes de son groupe britannique et de ses 4 titres britanniques le licenciement pur et simple ou une prime pour avoir déménagé ses titres à Wapping dans une imprimerie informatisée qu'il construisait depuis 1978, puisque vous savez, les lois de Thatcher assimilent une grève à une rupture de contrat. Donc il n'y a pas d'indemnité. Murdoch leur donne 3 mois de réflexion. Et à la fin de ces 3 mois de réflexion, il s'exécute. Il déménage en une nuit, entre le 24 et le 25 janvier 86. C'est 4 journaux. Il faut la protection de 1000 policiers dépêchés par Thatcher pour empêcher 10 000 manifestants, dont les 6 800 personnes licenciées sans indemnité, de bloquer le site. Le lendemain, le Sun titre Gaillard, un nouveau soleil se lève aujourd'hui, avec comme sous-titre La déroute des salopards de grévistes. Et c'est pas la première fois que Murdoch profite d'un changement technologique pour virer des collaborateurs. Il avait déjà profité de la production assistée par ordinateur, la PAO, pour réduire le pouvoir du syndicat du livre. Mais là, avec ce qu'on appelle déjà la bataille de Wapping, c'est une des plus déterminantes de l'histoire des médias, Murdoch gagne autre chose. Il saisit l'opportunité qui est offerte par des changements technologiques
mais aussi politique, le thatcherisme, pour révolutionner la presse britannique, à la fois en affaiblissant le pouvoir des journalistes, puisqu'ils ne peuvent plus faire cause commune avec les ouvriers du livre, et en gagnant beaucoup d'argent. Parce que, en effaçant cette tradition, lui, Rupert Murdoch, va multiplier par 3 la valeur de ses journaux. Pourquoi? C'est simple, il s'est séparé de milliers d'ouvriers, ça lui a permis de réduire de 80 millions de livres ses coûts de production, et de faire exploser ses profits de 74% en seulement 6 mois. Ce combat épique pour Murdoch, c'est, je cite, le premier conflit industriel majeur depuis 40 ans à être remporté par un employeur privé en Grande-Bretagne. Alors, désormais, la gauche assimile Murdoch à Thatcher et bannit tous ses journaux. Les travaillistes font de Murdoch un démon absolu. Lui, il s'en branle parce qu'il méprise les lois et les gouvernements depuis toujours. Et il dit d'ailleurs aux politiques ce qu'ils veulent entendre, et puis derrière, une fois l'accord conclu, il s'en soucie plus guère. Lui-même dira plus tard, tu sais, les politiques, ils vont pas te courir après plus tard si ce que tu as dit n'était pas ce qu'ils voulaient entendre. Sinon, ils auraient l'air d'être de mauvais politiques, et ça, ils peuvent pas l'admettre, ils peuvent pas le supporter. Alors, comme toujours, ils vont se contenter de mettre la tête au fond de leur cul et d'attendre que ça passe. C'est ça la vision qu'a Rupert Murdoch des élus, de la démocratie et du débat politique. Parce que, au final, Murdoch a quand même une vision. Et c'est le tout premier à avoir perçu le potentiel économique, mais surtout le potentiel politique des tabloïds. Cette forme assez moderne de presse populaire fixe désormais l'ordre du jour des campagnes électorales, et elle peut modifier en profondeur la culture politique. Avant, c'était une vue de l'esprit. Murdoch la rend réelle, concrète. Et d'ailleurs, il recourt très souvent à la mise en scène de ces fameuses guerres culturelles qui reposent sur des thèmes clivants au sein même du camp travailliste. Aujourd'hui, vous savez, c'est les woke, la cancel culture, etc. En 82, d'ailleurs, les journaux de Murdoch soutiennent évidemment la reconquête militaire des Malouines, qui était revendiquée par une junte militaire à la tête de l'Argentine. Et lorsqu'un sous-marin a coulé le croiseur général Belgrano, faisant 368 morts argentins, le Sun a titré « On t'a eu ». Et c'est ce traitement sensationnaliste de l'information, auquel tous les titres sérieux de presse rechignaient, qui fait la force de frappe de Rupert Murdoch dès cette époque-là. En 84, pareil, pendant la grande grève des mineurs, l'énorme grève des mineurs, le Sun publie un édito qui fustige tous les piquets de grève avec un titre provocateur, Les rebuts de la Terre. C'est un choc pour un journal qui a quand même été créé par les syndicats britanniques. En plus de racheter le Times, Murdoch a récupéré en le rachetant une participation de 5% dans une agence d'information économique qui était à l'époque partagée entre tous les organes de presse britanniques avant d'être introduit en bourse en 1980. Elle s'appelle Reuters, vous la connaissez tous. Et Reuters joue un rôle clé dans la révolution de l'information. D'ailleurs, Murdoch, grâce à cette participation, peut désormais atteindre une partie des élites qu'il n'avait pas dans son lectorat et influencer une nouvelle classe de lecteurs. Thatcher va encore plus loin dans l'asservissement aux demandes récurrentes de son ami Rupert Murdoch en nommant son candidat, un ancien journaliste du Times, Doug Hussey, à la tête de la BBC en 86. Depuis toujours, Murdoch veut tuer la BBC, veut tuer les médias publics. En échange, Murdoch soutient Thatcher dans son hostilité permanente envers la construction européenne. De 85 à 95, c'est un Français, Jacques Delors, le père de Martine Aubry, qui préside la Commission européenne. Et le Sun en fait sa bête noire. Tous les jours, il le torpille dans ses papiers. Murdoch soutient d'ailleurs financièrement le Comité pour une Grande-Bretagne libre. C'est un groupe d'extrême droite qui publie dans le Sun des publicités qui présentent des gens ordinaires très inquiets, très inquiets d'une victoire des travaillistes pour la campagne des élections générales de 87. Et quand le patron des travaillistes, Ken Livingstone, déclare à la télévision le soir de la défaite de son parti qu'elle a été causée seulement par les mensonges et les calomnies des médias, il vise évidemment Murdoch, Murdoch s'écrie ravi devant toute la presse réunie, mais c'est moi, il parle de moi. D'ailleurs, Murdoch ira jusqu'à faire éditer chez HarperCollins, sa grande maison d'édition, les mémoires de Thatcher. Et pour beaucoup, il était carrément le Premier ministre fantôme derrière Margaret Thatcher. Parce que ce que Murdoch a fait à cette époque-là, c'est de mettre en place le règne de la primauté du profit au détriment de la vérité. Le Sun, qui est le journal de langue anglaise le plus vendu dans le monde, est une institution. Son patron, Kevin Mackenzie, est le champion du yuck journalism. C'est ce journalisme dégueulasse qui consiste à traiter avec méchanceté ou en étant grotesque des vraies tragédies humaines.
Le News of the Week, qu'on surnomme à l'époque le News of the Screw, les infos de la baise, innove d'ailleurs en négociant l'aveu de délits assez secondaires aux yeux des personnes visées, c'est-à-dire la prise de drogue, la participation à des partouzes, en échange du silence du journal sur des faits beaucoup plus graves découverts par ces journalistes. Et cette technique de chantage, de blackmailing, a permis à ce journal de raconter des histoires toujours plus croustillantes que ses concurrents, tout en se mettant à l'abri d'actions en justice qui auraient pu lui coûter des dizaines, des centaines de millions de dollars. Le Sun, lui, s'en prend, je cite, au rebut de la société. Les criminels, les drogués, les syndicalistes, les mendiants, les fraudeurs de la sécurité sociale, les putes, les gitans, les étrangers et, avant tout, les homosexuels. C'est pire que, vous savez, la récitation de Coluche pour ces élections présidentielles de 81. Parce que, à l'époque, le Sun présente d'ailleurs le sida comme une maladie exclusivement homosexuelle. En 93 encore, le Sun met en une un couple de Français qui vivent en Afrique et qui affirme que le sida est une invention, ce qui reprend déjà la marque Murdoch, c'est-à-dire ce scepticisme constant qui va laisser libre cours à toutes les théories du complot au moment où Donald Trump prendra la présidence des États-Unis. Même le Sun attaque la star britannique, l'intouchable Elton John, sans fondement, en disant qu'il a eu des relations tarifées avec des garçons mineurs, avant finalement de lui verser 1 million de livres de dédommagement pour avoir écrit qu'il élevait des Rottweilers et qu'il les faisait opérer pour en faire des assassins. C'est ça la recette Murdoch. Parce que, en plus de ça, le Sun incarne un patriotisme intransigeant. Et la francophobie fait vendre, au Royaume-Uni comme en Australie. Le Sun va toujours plus loin dans son traitement sensationnaliste aussi de la famille royale. Le porte-parole de la reine a qualifié les tabloïds, et il pensait à ceux de Murdoch en premier, de, je cite, cancer dans le bas-ventre de la nation, lorsque, en 92, le Sun a révélé en une la liaison entre Diana, encore mariée avec le prince Charles, et James VIII. Les tabloïds de Murdoch ont réussi à pousser toujours plus loin le brouillage de la frontière qui sépare le vrai du faux, de ce relativisme-là. Et en avril 89, le Sun publie, je cite, la vérité en une, en disant que des supporters ivres du club de Liverpool auraient vidé les poches des 96 victimes mortes piétinées contre des clôtures du stade de Sheffield. Le boycott du Sun à Liverpool est encore en vigueur aujourd'hui. Mais Murdoch se sert de ces journaux aussi pour protéger sa vie privée, protéger la vie privée de sa famille et protéger la vie privée de ses proches. Quand son ami John DeLorean, vous savez le fabricant de la voiture, la DeLorean, a obtenu 85 millions de livres de subventions du gouvernement britannique sans jamais tenir ses engagements de création d'emplois, eh bien un journaliste pigiste est allé faire une enquête. Il a eu la bonne idée d'aller la proposer à News of the World. Alors, il s'est vu et conduire immédiatement parce que chez News of the World, les patrons savaient que c'était un ami de Rupert Murdoch. Il y a une liste des bons et des mauvais. Mais le lendemain, ce journaliste a reçu un courrier qui lui réclamait 250 millions de livres de dommages et intérêts. Après 1 an de dépression, il a décidé de faire amende honorable l'année suivante en comprenant qu'en fait, personne ne peut, dans la presse, s'en prendre à Rupert Murdoch, à sa famille, à ses amis ou à ses alliés. Murdoch, comme certains hommes politiques, a une liste noire d'ennemis, politiques mais aussi commerciaux, et une de ses petits protégés, de ses amis. Et tout en haut de cette liste, vous le savez, figure Robert Maxwell. En juillet 87, Murdoch arrache encore au nez et à la barbe de Maxwell le Tweeday. C'est encore une nouvelle étape de la concentration de la presse britannique, toujours avec le soutien de Margaret Thatcher, qui décide de ne pas renvoyer ce rachat devant la commission des monopoles, qui est pourtant créée pour ça. Murdoch, en retour, va transformer cet ancien journal social-démocrate en un quotidien thatcherien, qui cette fois-ci innove en mélangeant le populisme de droite et un consumérisme exacerbé. Vous savez, c'est les années fric, les années pognon, et ce journal est conçu pour attirer les yuppies, ces jeunes cadres urbains en quête d'ascension professionnelle, en quête de fortune. Et c'est dans ce journal qu'il va publier la biographie de Donald Trump en feuilleton, comme un exemple, comme un modèle de réussite, comme finalement la transposition du rêve américain en Grande-Bretagne, pour convaincre cette génération de soutenir, évidemment, la dame de fer Margaret Thatcher. Thatcher soutient d'ailleurs le projet de son ami Murdoch d'entrer sur le marché européen de la télévision. En 85, en France, il veut racheter une chaîne privée qui peut être créée. Mais le président Mitterrand s'y oppose, comme il s'oppose d'ailleurs au rachat des Échos par le groupe Pearson, dont Murdoch est un des actionnaires. Mais Murdoch avait déjà investi dans Astra, qui est le tout premier satellite privé européen,
avec un projet à l'époque délirant, celui de diffuser 16 chaînes sur l'ensemble du continent. Seulement, les Allemands et les Français s'y opposent, et en 88, ils lancent Sky TV avec seulement 4 chaînes depuis ce satellite Astra. Et ils contournent, comme d'habitude, allègrement les règles de propriété croisée des médias pour devenir un entrepreneur de télévision au Royaume-Uni et enfin remettre en cause la domination de la BBC, sa bête noire. Seulement, Murdoch à ce moment-là rentre en conflit direct avec un consortium de médias piloté par Richard Branson, le patron de Virgin. Ce consortium s'appelle BSB et il avait remporté en décembre 86 dans les règles un appel d'offres pour devenir le premier diffuseur par satellite du Royaume-Uni. Très très vite, Branson comprend que Murdoch est un dur à cuire, il jette l'éponge, il revend ses parts et Murdoch se permet de diffuser à perte parce qu'il a dépensé des fortunes pour obtenir un catalogue de films des studios hollywoodiens et il va même jusqu'à distribuer gratuitement des paraboles qui sont très coûteuses à l'époque. Sky va fusionner en novembre 90 avec BSB, à la demande d'ailleurs de Margaret Thatcher qui voit Sky, je cite, comme l'unique chaîne non biaisée du Royaume-Uni. On dirait du Donald Trump avec Fox News. Murdoch, à ce moment-là, place, comme toujours, les autorités de régulation devant le fait accompli. C'est une directive européenne sur la radiodiffusion de 88 qui oblige les chaînes à diffuser la moitié de leurs programmes en programmes européens. Mais le gouvernement l'en dispense pour qu'ils puissent diffuser des programmes quasiment à 100% américains. Et à ce moment-là, Murdoch a l'honnêteté de dire au patron de Sky, en tant qu'entreprise, nous devons énormément à Margaret Thatcher.